Vous connaissez certainement Angoulême pour son célèbre musée de la bande dessinée. Mais saviez-vous que la ville abrite également un fonds patrimonial dédié à la BD sous toutes ses formes? Ainsi, on y retrouve parmi les quelques 104 000 ouvrages, des œuvres dont il n'existe que quelques exemplaires à travers le monde. Nous nous sommes donc rendus sur place afin de rencontrer Pauline, bibliothécaire, afin qu'elle nous parle davantage de ce dispositif, ainsi qu'elle nous présente quelques-unes des pièces maîtresses de la collection manga. Alors, je m'appelle Pauline, je suis bibliothécaire à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Je travaille à la bibliothèque patrimoniale, donc on s'occupe de collecter, conserver et puis rendre accessibles les bandes dessinées du monde entier, de toutes les époques. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement ton métier ? On fait le métier de bibliothécaire classique, c'est-à-dire qu'on fait de la veille, donc on se tient au courant de toutes les sorties bandes dessinées chaque semaine. On fait des commandes de nouveautés tous les mois. Et ensuite on les traite, donc ça veut dire qu'on les enregistre dans notre base de données, on les catalogue, on les équipe et ensuite on les met en rayon. Alors là les rayons ils sont assez particuliers parce que c'est des réserves patrimoniales. Mais voilà, ça c'est vraiment le circuit du document classique pour un bibliothécaire. Et en plus de ça, nous c'est vrai qu'on a beaucoup de dons, donc on reçoit des collections de bandes dessinées un peu plus anciennes, et donc là il faut traiter les dons, pareil, les intégrer à notre collection. Et puis aussi faire vivre la collection, donc c'est-à-dire faire visiter nos réserves, parce que c'est un peu les coulisses de la BD, donc on essaye aussi d'ouvrir les portes et de faire connaître cette collection. Et de la médiation, on appelle ça, donc par exemple des posts réseaux sociaux où on valorise notre collection avec des clins d'œil. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ça au quotidien. Première précurseuse en tout cas pour parler introduire le manga en Europe, c'est une revue suisse, mais qui a été diffusée dans toute la zone francophone. Mais c'était en 78, et en fait là, le Budo Magazine, ça a démarré en 69, et donc c'est assez récemment que des personnes ont identifié ça comme étant la première publication de BD japonaise en France. Alors c'est assez insolite parce que c'est dans un magazine d'art martial, vraiment spécialisé art martial, où on a les techniques, les poses, voilà, c'est assez rigolo. Et le rédacteur en chef, en 69, a fait un grand voyage au Japon et a ramené des BD. Et il s'est dit, tiens, et si j'en mettais à la fin de ma revue, ça pourrait être sympa pour mes lecteurs. Et donc, il a pris du Hiroshi Hirata, donc des BD samouraï, pour illustrer un peu sa revue d'art martial. Donc voilà. Après, au niveau des demandes d'autorisation, on n'est pas bien sûr qu'il ait demandé à Hiroshi Hirata le droit de publier sa BD dans la revue. Parce que Hiroshi Hirata, il était invité à Angoulême il y a quelques années, quelqu'un lui a posé la question et c'était resté un peu vague, mais a priori il n'était pas au courant que ça. Oui, au début quand c'était un peu balbutiant, on ne demandait pas forcément... Oui, c'était un peu plus pirate, alors c'était à la fin normalement, voilà. Donc c'est la dramatique histoire Budo du samouraï Shinsaburo. Et alors c'est voilà. Pour l'instant, après, c'est une histoire qui évolue constamment, c'est ça qui est chouette avec la bande dessinée, c'est que y a un peu des découvertes tout le temps. Donc voilà, a priori, ce serait la première publication en France. Alors c'est la première publication, donc c'est un peu balbutiant, on sait pas trop comment faire, donc le périodique il est dans le sens de lecture français, mais le manga a été édité dans le sens de lecture japonais. Donc du coup là, hop, on change. Voilà, il y a les numéros sur les cases pour quand même guider un peu le lecteur. Ah ouais. Après on voit le côté un peu amateur au niveau de la traduction et du lettrage. Bon là encore ça va, mais il y a beaucoup de textes qui débordent de partout, qui sont pas bien calés, donc ça fait même un petit... c'était amateur. Ah bah oui. Ouais, mais en même temps, c'est 69, 70, donc c'est vraiment... Je sais pas si on voit bien, parce qu'il y a d'autres exemples où vraiment le texte, il sort de la case. Alors, ça peut aller jusqu'au là, quoi. Ah ouais, quand même. Voilà. Et puis bon, à vrai dire, c'est la première publication, mais ça a pas touché le public BD, parce que c'était une revue de niche, concrètement. Et c'est surtout une revue d'art martial, avec... vraiment spécialisé. Pour un peu étayer, je vais mettre des images... Ça élargissait un peu sur la culture japonaise, donc le rédac chef s'est dit, tiens, je vais mettre un manga. Mais voilà, c'était le lectorat, il était art martial, donc il n'y a pas eu vraiment de répercussions dans le milieu BD. Donc ça on appelle ça une reliure, c'est quand les périodiques sont... c'est toute l'année 70 qui a été mise comme ça, reliée. C'était une manière de conserver les périodiques qui se faisait beaucoup à l'époque.
Là, il y a Donc là, on a toute une année. plusieurs volumes. Voilà, en fait, dès que... Un par mois, peut-être, il y en a une douzaine. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Voilà, c'est le même. Donc voilà, ça c'est vraiment une nouvelle acquisition, mais qui nous permet vraiment d'aborder l'histoire du manga en France. Après, voilà, le Cri qui tue, c'est vrai que ça a déjà un peu plus touché... Bon, même si c'est pas un énorme succès populaire, mais quand même, ça a plus marqué l'histoire de la BD. Donc il y a eu 6 numéros, donc on a la collection complète. Et avec des noms, voilà, c'est les premières publications de Tezuka en France, Gogol 13, etc. Atos Takemoto, il vivait en Suisse et il voulait vraiment faire connaître la BD de son pays au lectorat francophone. Donc il piochait un peu des grands noms pour lui, voilà. Et pour faire une revue de BD classique avec plusieurs épisodes. Le système des super oiseaux qui est devenu Demain les oiseaux, par exemple. Ah, ok. Voilà, t'as un petit chapitre, et puis si tu voulais lire la suite, t'en as le numéro suivant. Et pareil, c'est un niveau droit d'auteur, lui, il demandait à ses collègues. Ouais, lui, je pense que c'était il a plus... bien demandé à tous les cas. C'était plus carré. Oui, là, c'était plus carré. Donc voilà, c'est cette revue qui a duré 6 numéros seulement, mais quand même, voilà. Et c'est le même duo, donc c'est Takemoto et un Suisse qui s'appelle Kesselring, qui ont aussi publié le premier album de BD japonaise aussi. Qui a pas non plus rencontré son public plus que ça. Ouais. Alors on peut pas trop dire les raisons, hein, mais c'est vrai que le format, je pense qu'ils ont voulu un peu calquer le franco-belge, enfin voilà, ça collait peut-être pas forcément. Bon, le titre est assez drôle aussi, Le vent du Nord est comme le hennissement d'un cheval noir. C'est hyper long, comme. Donc on sait pas, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est 79, voilà, premier album, relié en tout cas, et pas gros retentissement. Il y a eu qu'un tome. Ouais. Ok. Ouais, ils ont fait le Cri qui tue et puis ça. Et c'est vrai que c'était plutôt après, c'est les années 80 avec tout le succès des dessins animés. Dora, Albator, Candy qui ont vraiment lancé aussi, du coup, par ricochet, le manga papier, quoi. Voire même les années 90, Dragon Ball, etc. Voilà, il a fallu attendre un petit peu. Mais voilà, c'était quand même ces pièces-là, les premières, potentielles. Au niveau un peu plus pirate, on a du Tezuka Scantrad pirate. Alors, ça c'est pareil, je sais pas comment on a récupéré ça. Potentiellement, c'est une agence de droit qui avait vraiment Scantrad à l'ancienne, hein, pour pouvoir vendre les droits, parce que voilà, c'était une période où Tezuka n'était pas encore publié en France. Donc pour démarcher, sans doute, c'était des outils de démarchage pour vendre les droits, quoi. Ah, ok. Donc c'est assez, voilà, on a une quinzaine de fascicules comme ça, collés. Donc ça c'est quoi? C'est la maison d'édition? Non, je pense que c'est un agent. C'est un agent qui a scanné... qui récupère les planches, qui traduisait, les planches japonaises, et qu'ensuite, voilà, refaisait le lettrage et la traduction. Pour dire, voilà, à quoi ça pourrait ressembler, est-ce que vous voulez me l'acheter? Exactement. Ok. Ah ouais, marrant. Oui, complètement illégal comme pratique. Mais Ouais. Après, c'était pas vendu ni rien non plus. Oui, voilà, ça restait un outil de travail. Hein. Mais, c'est un peu border, mais oui, c'est pour ça considéré comme une version presse V0. Ouais, voilà, V-1. Ouais. Alors, on voit bien que c'est écrit à la main. Ouais, du coup, il s'est vraiment fait cette embouille. Bon. Maison. Là, on a qui? Tezuka toujours? Ouais, tout ça, on a une quinzaine, c'est que Tezuka. Donc ça, c'est pareil, on se dit, tiens, s'il y a un chercheur qui veut se pencher dessus, ça se trouve, il y a des choses qui n'ont pas encore été traduites, ça se trouve, qui sont dans les scantrad qu'on a. Donc ce serait rigolo, quoi. De comparer, enfin voilà. Bon bah, un petit mangashi comme on a vu là-haut. Mais bon, il est bon. Ouais. Il est bon. 89, voilà. Donc ça c'est le petit carton au milieu pour voter. Exactement. Truc, okay. Exactement. Et là à l'époque donc il y avait
Astro Boy, non? Qu'est-ce que j'ai vu? Non, c'est plus récent. Non, c'est plus ouais, récent. non, est-ce que Plutôt Dragon Ball, tout ça. Ouais, je pense que si on doit trouver, ce serait plutôt Dragon Ball. Et Astro Boy, voilà, une version japonaise. Et une version plus expérimentale. Voilà, ça c'est pour montrer un peu le fond en langue étrangère. Ok. Nous, qu'on puisse proposer la version en française, en japonais, plus d'autres versions dérivées, c'est le plus complet possible. Là, c'est un projet expérimental, c'est aussi de montrer, là c'est un peu le principe de Loubapo, quoi, de faire des projets, donc c'est un étudiant de l'ESI. Loubapo, c'est l'ouvroir de bande dessinée potentielle, c'est comme Loulipo avec la littérature, c'est que la bande dessinée, ça peut être emmené sur un terrain d'expérimentation infini. Donc là, c'est Corentin Garrido, un étudiant de l'ESI, qui a repris Astro Boy numéro 6, mais en ne laissant que les lignes de vitesse. Ils expérimentent beaucoup, ils questionnent la grammaire de la BD, la technique. Et puis, comme ça permet peut-être un peu de se rendre compte. Est-ce qu'on comprend l'action? Qu'est-ce qu'il en ressort? La ligne de vitesse, c'est important en manga, du coup, voilà. On voit qu'il y en a pas mal. Voilà, on voit que les pages plus, on va dire, dynamiques que d'autres, il y en a où il y a vraiment rien du tout. Potentiellement, il y a que du texte. Dialogue, c'est ça. Il y a pas mal de combats dans Astro Boy. Quand même. Bon, là, moins, mais ouais. Donc voilà, on essaie d'aller un peu sur tous ces terrains-là.